et pour ne pas handicaper les personnes qui étaient à l'heure. Donc, on est réunis aujourd'hui en partenariat avec le Club Apex. Et je laisserai la parole à Nathalie Agege, la présidente du Club Apex, dans 2 minutes. Simplement, le contexte, on est réunis pour parler d'Afrique et plus spécifiquement du Sénégal, parce que le Club Apex est un club donc d'exportateurs au sens large, c'est-à-dire un club d'exportateurs qui vise le monde, toute destination, mais qui s'intéresse de plus en plus à l'Afrique. Et ses membres, certains de ses membres s'intéressent de plus en plus à l'Afrique. Pour certains, ils n'en ont pas une connaissance aussi forte que les membres d'Africa Link, ce qui est naturel. Et donc, on s'est dit qu'il était intéressant de croiser un petit peu les regards, de permettre aux membres d'Africa Link d'apporter leur expertise et leur expérience aux membres de l'APEX, et peut-être l'inverse d'ailleurs sur certains points. En tout cas, on aura d'autres opérations où les choses se feront probablement en sens inverse. Voilà le pourquoi de cette réunion. Donc, on va parler Afrique et on va parler en particulier Sénégal, donc avec Oumar Ndir, qui est le CEO du groupe Ndir, qui est en direct de Dakar, où il est très tôt ce matin, comme vous l'avez compris, et Ousmane Fall, qui est le CEO du groupe SATA, qui est lui aussi en direct de Dakar, où il est toujours aussitôt, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, et on les remercie de leur présence. C'est bien qu'ils soient parmi nous. Je vais passer la parole tout de suite, et sans autre forme de procès, à Nathalie Agege, la présidente de Juste une l'APEX. petite chose, Denis. Ah, Yves. Monsieur Koïta est arrivé et je lui Ah, souhaite la bienvenue. Monsieur Koïta est consul général du Sénégal à Marseille. cher ami, bienvenue. Vous nous Bonjour. entendez? Bonjour, Comment allez-vous? très bien. Parfait. Donc, j'ai fait juste une petite introduction. J'allais passer la parole à Nathalie Agege. On vous passera la parole pour nous dire un petit mot, si vous nous le permettez, si vous êtes d'accord. Après Nathalie qui va introduire, donc, puisque c'est Nathalie qui accueille finalement dans sa demeure. Nathalie, je te passe la parole. Je te remercie, Denis. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui pour cet événement. Comme le disait Denis, en fait, je préside l'APEX, qui est le club de l'international de la région sud. Nous représentons à peu près 150 entreprises qui font de l'import-export dans le monde entier, chacun avec une spécialité et une connaissance des pays avec lesquels on travaille. Aujourd'hui, dans une situation aussi complexe que la situation sanitaire que nous vivons chacun, il faut faire preuve d'énormément de résilience et trouver des axes pour continuer à travailler à l'international, à se diversifier, à trouver des nouveaux clients, à aller dans de nouveaux pays. Et donc, l'APEX a développé des webinaires qui s'appellent « Expand your business to worldwide ». Forcément, la volonté de commencer sur l'Afrique, qui est tout proche de nous, avec lequel nous avons de si beaux partenariats et de grandes possibilités, notamment au travers de tous les membres de Africa Link. Mais c'est un événement qui va avoir lieu sur 2 saisons jusqu'au mois de juillet et après à la rentrée, avec la possibilité de découvrir des pays qui sont très différents, comme la Corée, comme la Colombie, comme les pays scandinaves, comme le Moyen-Orient, et peut-être que là, on refera appel à Africa Link, et la possibilité aussi de discuter avec des experts dans chaque pays, de proposer des rendez-vous dans chacun de ces pays pour essayer, au moins pour connaître, avoir les bonnes informations en travaillant avec des consultants de l'international, avec des chambres de commerce, avec des clubs d'affaires, avec des entreprises locales françaises dans ces pays-là, et pouvoir discuter avec des logisticiens, avec des banques, pour connaître toutes les informations, toute la dynamique de ces pays. À l'APEX, nous ne sommes vraiment pas, contrairement à ce que disait Denis, des experts de l'Afrique. Ce n'est pas forcément des pays vers lesquels nous avons l'habitude, nous, les entreprises de l'international, de se diriger. Et donc, naturellement, ce partenariat avec Africa Link, avec Yves Delafont et Denis Berger, pour pouvoir mieux connaître l'Afrique, mieux connaître tout d'abord le Sénégal, avec des partenaires aujourd'hui qui font aussi partie de l'APEX, comme Robert Potijan, comme la société Bolloré aujourd'hui, qui va venir expliquer un petit peu localement ce que représente l'Afrique. Je voulais remercier la présence de M. Koïta avec nous. C'est un honneur de vous avoir et de pouvoir écouter, de mieux connaître
aussi bien pour moi, chef d'entreprise territoriale de la ville de Marseille, de pouvoir écouter et découvrir l'Afrique, le Sénégal et le potentiel que ce pays peut apporter à des entreprises du territoire. Denis, je vous laisse diriger l'événement avec Anna. Je remercie Nathalie. Je me permets un petit salut amical à Guy Chambon, que je vois qui est parmi nous. Bonjour Guy, ça fait plaisir de te voir parmi nous. Je propose de passer la parole à Monsieur le Consul Koïta pour peut-être pour un petit mot d'amitié et de bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bon, vous dire que tout le plaisir que j'ai pour participer à cette journée Expand Business, remercier les organisateurs, remercier Africa Link. Bon, c'est vrai que l'année dernière, on a eu l'occasion d'organiser une journée économique, un petit déjeuner Africa Link où on a parlé du Sénégal. Aujourd'hui encore, venir organiser une journée Expand Business pour mieux découvrir l'Afrique, mieux découvrir le Sénégal. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose pour le consul général de participer à cette rencontre. Donc, je ne peux que vous féliciter et vous dire que effectivement, le Sénégal est un pays en développement. Donc, c'est un pays où on s'est donné comme émergence à l'horizon temporel 2035. Avec beaucoup de projets qui sont en cours. Bon, le président de la République a mis en place le plan Sénégal émergent et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce plan Sénégal émergent où la France prend une part importante, donc sans pour autant parler des parts de marché que la France a dans le cadre de ce plan Sénégal émergent, mais surtout rappeler que le premier partenaire commercial du Sénégal, c'est la France, pour vous dire que nos relations, ce sont des relations séculaires, qui est lié à l'histoire. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos relations économiques s'appuient sur ces relations. Nous avons au moins la langue française en commun. Donc, pour vous dire que ça facilite aussi les relations. Au-delà de ça, le président porte beaucoup d'attention vraiment les relations que nous avons avec la France. Et c'est dans ce sens-là que, au-delà de l'ambassade, ce que l'ambassade peut faire comme promotion économique, comme la promotion de la destination Sénégal, nous-mêmes, en tant que consuls généraux, nous sommes instruits par le président pour faire de la diplomatie économique dans nos juridictions respectives. Et pour vous dire que vraiment, nous sommes à vos dispositions. Bon, je salue vraiment l'important travail que Africa Link fait au niveau de l'Afrique de manière générale et au Sénégal en particulier. Le Sénégal, c'est un petit pays de 16 millions d'habitants, 200 000 km², mais où on s'est donné beaucoup d'ambition, d'abord avec le président Senghor, qui a vraiment mis en place une nation, et par la suite, donc, il y a eu différents présidents. Actuellement, l'actuel président porte beaucoup d'attention sur la dimension économique, sans pour autant oublier les aspects sociaux. Bon, vous savez qu'on avait une taux de croissance de 7% juste avant cette crise sanitaire. Et actuellement, bon, comme vous le savez aussi, on parle beaucoup de la résilience de l'économie africaine. Bon, c'est vrai que le Sénégal, aujourd'hui, on a la résilience de notre économie qui s'appuie sur le fait qu'on avait diversifié cette économie. Bon, même si on vient de découvrir le pétrole et le gaz qui viendront accompagner, soutenir cette économie. Voilà, pour vous dire que l'environnement des affaires s'est beaucoup amélioré. Pour vous dire tout simplement deux mots dans ce sens-là, l'environnement des affaires s'est beaucoup amélioré sur la plupart des indicateurs de mesure, comme le Doing Business ou le mot Ibrahim. Donc, le Sénégal se positionne à améliorer vraiment depuis 4 ou 5 ans. Actuellement, en 48 heures, on peut créer une entreprise. On a l'environnement juridique et judiciaire aussi, vraiment, qui s'est beaucoup amélioré. Au-delà de ça, il y a aussi la formation, vraiment, donc la compétence est là, l'expertise est là, les infrastructures aussi sont là. Au-delà de ça aussi, on a des incubateurs, on a des startups qui commencent à émerger. Vraiment, donc le pays est en développement et là, vraiment, on pense que avec le soutien des partenaires techniques et financiers,
qui nous accompagnent dans ces efforts-là. Donc, au niveau de cette sous-région, sans pour autant l'oublier, où il y a beaucoup de défis de sécurité à relever. Donc, on peut dire qu'actuellement, le Sénégal a ces atouts-là, au-delà du fait qu'on s'est donné comme objectif d'avoir un hub un peu partout, que ce soit un hub aérien, technologique. Dans 2 semaines, le président va inaugurer un data center qui permettra aux entreprises vraiment de pouvoir, sur le plan numérique, donc de pouvoir exercer leur activité. Voilà, donc juste pour vous dire qu'actuellement, il y a eu un plan de relance lié à la situation sanitaire. Bon, comme vous le savez aussi, le président a beaucoup d'ambitions pour le Sénégal sur la dimension sociale, équité territoriale. Il y a un mois, il y a eu quelques difficultés dans ce sens-là. Ça, c'est lié par rapport au contexte sanitaire. Donc, il y a encore vraiment ce plan-là qui est là pour relancer l'économie. Donc, il y a un certain nombre de souverainetés, dont la souveraineté pharmaceutique. Donc, comme vous le savez aussi, le vaccin est devenu un problème géopolitique important. Donc, pour vous dire que vraiment, le Sénégal s'est inscrit dans ce cadre-là, dans ce sens-là, et c'est ce travail-là qui est en train d'être fait. Les entreprises, le secteur privé se développe aussi. C'est vrai qu'il y avait des problèmes de compétitivité, mais aujourd'hui, la plupart de nos entreprises, nos petites et moyennes entreprises, commencent à avoir des relations avec l'extérieur. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises aussi qui collaborent, qui coopèrent avec des entreprises sénégalaises. Et ça, je pense que c'est aussi notre rôle de créer ces liens-là, les passerelles, pour qu'on puisse faire ce travail de link. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai vraiment adhéré à ce projet d'Africa Link dans le cadre de l'accompagnement du développement économique de l'Afrique, en essayant de trouver vraiment, parce qu'on a essayé depuis 60 ans, donc par les chefs d'État, donc entre les différents pays, dans le cadre des relations, que ce soit bilatérales ou bien multilatérales. Actuellement, je pense que le niveau aussi, c'est aussi de faire le lien entre les entrepreneurs qui vont parler le même langage, les universitaires vont parler le même langage, les élus vont parler le même langage. Je pense que ce sont ces passerelles-là qui sont importants et que nous devrions les mettre en place. Voilà, donc je ne peux que vous féliciter et dire tout le plaisir que j'ai pour participer à cette journée Expand Business. Vraiment, le Sénégal ouvre les portes et à toute entreprise qui veut venir s'installer au Sénégal, que ce soit dans le cadre d'une joint venture ou d'autres formes de partenariat. Voilà, donc nous-mêmes, nous sommes là pour pouvoir donner ces informations-là pour que nous puissions faire de telle sorte que, parce que au final, il n'y a qu'une seule chose qu'il faut retenir, les relations entre l'Europe et l'Afrique. Je pense que c'est même une nécessité pour la stabilité du monde, parce qu'on est entre 2 blocs, le bloc Amérique avec les États-Unis et le bloc Asie avec la Chine. Donc, je pense qu'il y a cette nécessité de créer ce bloc Europe-Afrique en s'appuyant également sur nos entreprises, en s'appuyant sur les savoir-faire, le transfert de compétences. Et c'est dans ce sens-là que nous pourrions vraiment relever les défis ensemble, que ce soit le défi climatique, le défi de la pauvreté, le défi de l'immigration. Voilà, donc tous ces défis-là, nous pourrions les réussir que si nous travaillons vraiment ensemble. Voilà, donc ce sont ces quelques mots de satisfaction, de remerciement que je voulais partager avec vous et dire que le Sénégal, comme son nom l'indique, c'est le pays de la teranga, donc c'est le pays de l'hospitalité. D'ailleurs, Senghor disait que c'est un mot polysémique qu'on ne peut pas définir, voilà, donc dans tous ses sens. Voilà, donc ce sont ces quelques mots que je voulais dire et en vous félicitant, en vous disant toute ma satisfaction vraiment donc de participer à cette journée. Merci, juste, Denis, remercier l'ambassadeur, Monsieur Koïta, de son intervention, de ses informations, de ce welcome aussi chaleureux et informatif soit-il. C'est très important pour des entreprises qui ne connaissent pas l'Afrique et qui commencent à vouloir s'intéresser à ce continent, au pays qu'est le Sénégal, d'avoir un discours aussi chaleureux, aussi intéressant, aussi nourri, aussi bien politiquement qu'économiquement. Ça permet déjà d'enlever les premières barrières et de vouloir avancer un tout petit peu plus. Je remercie Africa Link pour l'ensemble de ces
intervenants et la qualité des intervenants qui vont discuter ce matin. Denis, je te laisse la main et merci à chacun. On peut peut-être dire Ramadan Mubarak aux frères musulmans en ce jour symbolique. Effectivement. Absolument, Guillaume. Guillaume a raison. Effectivement, jour symbolique du début du Ramadan. Donc, une pensée pour nos amis musulmans, où qu'ils se trouvent d'ailleurs. Monsieur le consul, merci beaucoup. Nathalie, tu sais, quand la question s'est posée de savoir par quel pays d'Afrique on allait commencer pour acculturer les membres de l'APEX qui ont besoin de plus d'informations, d'être assurés peut-être sur le business avec l'Afrique, etc., on ne s'est pas posé la question longtemps. Et le Sénégal est venu tout naturellement en premier dans notre esprit. On savait pourquoi aussi. On a un consul hyper dynamique ici à Marseille. C'est un pays avec lequel on a des liens très forts et qui est un pays extrêmement dynamique. Je vais laisser la parole au président Yves Delafont et on va commencer à parler d'Afrique parce que Yves a une très grande expérience, malgré sa jeunesse, une très grande expérience en Afrique. Et donc, on va commencer à parler évidemment de business en Afrique. Ensuite, nous aurons les interventions de nos amis Oumar et Ousmane, qui nous parleront en direct de Dakar pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe en ce moment, quelles sont les opportunités avec le Sénégal, quels sont les secteurs qui sont boostés et quelles sont aussi les difficultés, parce qu'il y en a évidemment toujours. Et puis après, on va essayer vraiment on aura le témoignage aussi de Robert Petitjean, qui est à la fois membre Africa Link et membre de l'APEX. Je vois également autour de la table virtuelle certains membres comme Thierry Modica d'ATEM, ou comme André Durbeck, qui est CCEF, en même temps président des CCEF de la région Sud, qui connaissent bien l'Afrique, évidemment, et le Sénégal en particulier. Ils pourront aussi apporter leur témoignage. Bref, après, on va essayer d'avoir un maximum d'échanges avec un maximum de questions. On a aussi Pascal qui nous apportera aussi son témoignage. Voilà. Yves, Africa Link, l'Afrique surtout, le Sénégal en particulier. Merci Denis. Oui, je peux que insister sur le soutien du consul général à Marseille. On a eu l'occasion très souvent de faire appel à lui et ça a toujours été extrêmement positif et merci beaucoup. Nathalie, merci beaucoup pour cet accueil aussi. L'APEX est partenaire depuis l'origine d'Africa Link. Elle fait partie sont partie du même environnement et c'est très bien qu'on puisse poursuivre comme ça. Je crois d'ailleurs, pour la petite histoire, que le nom Africa Link avait fait l'objet d'une recherche, d'un brainstorming entre différentes personnes. Denis faisait tourner ça et il est revenu 2 fois, dont une fois de l'APEX. Et donc, il y a quelque part un lien d'origine. Alors, aller en Afrique. Alors d'abord, l'Afrique, c'est 54 États. On simplifie tout le temps pour parler d'Afrique, mais c'est un continent gigantesque avec des différences considérables d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'un bout à l'autre du continent. Donc, on parle d'Afrique, mais gardons toujours à l'esprit qu'il n'y a pas grand-chose à voir entre des Sud-Africains et des Tchadiens ou des Sénégalais. Il faut garder ça à l'esprit. Mais il y a des reconnaissances régionales. Alors, parler d'Afrique, c'est aussi parler d'Africa Link. Africa Link est une communauté de PME d'Afrique et d'Europe qui a été créée il y a maintenant 3 ans et demi, et qui a pour vocation, d'abord, qui a des convictions. C'est là où on parle d'Afrique. La première des convictions, c'est que l'Afrique est très probablement le prochain moteur de la croissance mondiale. Des choses se passent sur ce continent qui s'accélèrent et qui ont mis très longtemps à venir pour un tas de raisons. Mais depuis quelques années, on voit une croissance absolument incroyable dans tous les domaines. On constate un trou d'air aujourd'hui, comme dans le monde entier, mais les taux de croissance dans les 10 pays les plus actifs, les croissances de PIB les plus importants dans le monde, 6 sur 10 sont africains. Donc on a un trou d'air, on va le passer et tout est devant nous. Donc première conviction, l'Afrique est le prochain moteur de la croissance mondiale. Ne pas s'y intéresser est une erreur stratégique pour tout le monde. Non seulement parce qu'on peut y aller, y échanger, y acheter, y vendre, s'implanter, partager, mais aussi parce que l'impact de l'Afrique va se ressentir dans nos vies de tous les jours, dans les années qui viennent. Donc, ne pas garder un œil dessus est une erreur pour tout le monde. Deuxième conviction,
nous avons un passé partagé, nous Européens et nous Africains, quelquefois turbulent, quelquefois difficile, laissant des scories importantes qu'il faut petit à petit gommer. Et le discours du président de la République depuis Ouaga en 2017 est très clair à ce sujet. Il faut réécrire notre relation très profondément. Et c'est en cours. C'est en cours et nous souhaitons y contribuer. Donc nous avons un passé partagé, nous avons un avenir commun. Et c'est ce que disait M. Koïta tout à l'heure. À l'évidence, cet avenir que nous construisons doit être un avenir euro-africain. Avec un point qui est extrêmement important, c'est que nous avons plus besoin, nous Européens, de l'Afrique que l'Afrique n'a besoin de nous. Pourquoi? Parce que nous sommes sortis de notre tête-à-tête, j'allais dire séculaire, où les anciennes colonies échangeaient essentiellement avec les anciens colonisateurs. Mais aujourd'hui, l'Afrique a des partenaires de tous les côtés. Alors, bien évidemment, on parle de la Chine, mais n'oublions pas la Turquie, n'oublions pas l'Inde, qui a un stock d'IDE supérieur à celui de la Chine sur le continent africain. Et tout le monde y va. Les Américains, nos partenaires européens, bien évidemment. Donc, l'Afrique a le choix de ses partenaires. Nous n'avons pas ce choix. Nous devons impérativement travailler avec ce continent qui va nous permettre de continuer à croître et à se développer, même à se co-développer. Voilà, ça c'était la deuxième conviction. Et la troisième, c'est celle qu'il n'y aura pas d'émergence pérenne sans un tissu de PME dense, varié, profond, diversifié. Il vaut beaucoup mieux avoir 100 entreprises de 10 personnes qu'une seule de 1000. Et pendant des décennies, nous avons plutôt financé tous ensemble des éléphants blancs qui étaient hors sol, en fait, et qui n'ont pas donné grand-chose. Et nous avons développé une coopération basée sur l'aide, on va dire ce mot que je n'aime pas du tout, et qui n'a pas été efficace. On a organisé énormément de choses, financé beaucoup de choses, beaucoup de coopération, beaucoup d'aide. Et si on regarde où cela se trouve maintenant, très peu de traces. J'avais fait un calcul rapide il y a quelques temps. Combien d'argent est arrivé en Afrique de l'extérieur? Aide, coopération, partenariat, IDE, etc. 1200 milliards sur les 20 premières années de ce siècle. 1200 milliards de dollars. Où sont-ils? Donc, on n'a pas été efficace, on n'a pas été efficient. Et c'est là où il faut maintenant réécrire, et en particulier par les PME. Ce sont nos PME qui, ensemble, vont créer ce tissu qui nous permettra de ce co-développement et de réécrire cette histoire et de construire notre avenir. Alors, ça, c'était nos convictions, mais qui sont celles d'un constat relatif à l'Afrique et la relation euro-africaine. Ensuite, nos objectifs, eh bien, c'est de créer une communauté d'échanges, de partenariats, de reconnaissance, d'accompagnement, de confiance, d'introduction, pour aboutir à des partenariats actifs, qui soient industriels, commerciaux, mais aussi qui soient sportifs, culturels, artistiques, je veux dire gastronomiques, puisque nous travaillons aussi aujourd'hui avec les grandes tables et dans le cadre de l'année de l'Afrique, pour développer, alors ça c'est un exemple, mais il est très frappant, la gastronomie africaine. Réfléchissez, où avez-vous un restaurant africain à proximité? Quand avez-vous déjeuné ou dîné dans un restaurant africain? Parlons pas de cette période parce qu'elle est un peu particulière, mais nous avons une gastronomie remarquable qui est un aspect très fort de la culture du continent et de chacun de ces pays. Il n'y a rien aujourd'hui, ou quasiment rien. Alors c'est anecdotique a priori, mais c'est une réalité. L'Afrique est un grand corps puissant qui est en train de se réveiller. Il est lourd, il est puissant, il est large. Et on ne le voit pas encore assez, bien que ça soit en train de changer. Nous sommes très contents à Africa-Link d'avoir contribué à éclairer ce chemin qui est absolument indispensable. Donc, premier objectif, créer cette communauté. Deuxième objectif, essayer de contribuer à l'évolution du logiciel de la relation de nos autorités, qu'elles soient en Afrique ou en Europe, pour éclairer ce chemin et dire comment faisons-nous pour aller plus loin, plus vite et mieux. Alors, ce continent, pour rappeler, pour peut-être paraphraser Pierre Fitt quand il parlait de la Chine qui s'éveille il y a maintenant plus de 40 ans, la Chine, le PIB de la Chine en 2003, c'était hier,
était équivalent à celui du continent africain. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'équivalent à peu près du PIB de la France. Il faut s'en souvenir aussi, parce que tout n'est pas rose, tout n'est pas facile, et on a des échelles de valeurs très différentes. Le PIB de l'Afrique, dans sa totalité, est à peu près équivalent à celui de la France. Donc déjà, ça donne une échelle de moyens et de relativité. Et quand on sait que sur ce PIB, 70% est produit par 6 pays, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, l'Angola, le Nigeria, l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que 48 États font 30% du PIB de l'Afrique, donc 30% du PIB de la France. Le consul l'a évoqué tout à l'heure en balayant très rapidement, mais de façon très, très claire, les différents secteurs. Évidemment, il y a d'une part l'économie. L'économie qui est en train évidemment de créer un appel d'air. Tout est à faire. Les besoins des populations, je vous rappelle, la population est incroyablement dynamique, importante, qu'en 2050, la moitié de la population africaine sera dans des villes. D'abord, elle va doubler, mais en plus, ce doublement va se faire dans les villes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir nourrir, abriter, loger, transporter, éduquer, divertir, transporter plus d'1,5 milliard de personnes au même endroit. Vous imaginez le défi pour toutes nos entreprises et tous les partenariats qui pourront se créer dans ces secteurs-là. Secteur économique, bien entendu, la population, et puis des quantités de matières premières qui sont d'ailleurs une des premières attractions du continent pour nos amis chinois. Les matières premières. On revient maintenant peut-être au Sénégal. Ce Sénégal qui est un exemple de stabilité depuis toujours. L'événement d'il y a 1 mois et demi avec la suite de l'arrestation de l'opposant Sonko, c'est pas l'opposant lui-même qui était le problème. C'est qu'on a eu un phénomène à peu près identique à celui qu'on a connu en France de gilets jaunes, parce qu'une crise économique, parce qu'une pandémie, parce que des inégalités qui sont extraordinairement dangereuses, mais chez nous aussi. Mais le problème des inégalités en Afrique est un vrai sujet d'inquiétude. Si on ne le réduit pas, si on n'augmente pas la qualité de vie d'une grande partie de nos populations, on ira vers d'autres crises comme celle d'il y a quelques semaines. Ce Sénégal, qui est un petit pays, 16 millions d'habitants, mais avec une position géographique incroyable, membre de l'UMOA, donc une zone avec une monnaie unique, une banque centrale, une langue commune, un système juridique très similaire, et un ami, probablement le meilleur ami de la France sur le continent. Il y a une proximité entre nous et le Sénégal qui est souvent stupéfiante. Nous avons la même culture, nos mêmes références. Si je parle à un ami sénégalais, je n'ai pas besoin de traduire certaines choses. Nous savons ce qui est derrière les mots. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce Sénégal rayonne. On parlait de hub tout à l'heure. Il rayonne vers la Mauritanie, avec laquelle les relations sont devenues bien meilleures maintenant. Je vous rappelle aussi, on a évoqué tout à l'heure le boom du gaz en particulier, mais aussi du pétrole, mais je pense au gaz. Ce gisement gigantesque qui a été trouvé sur la frontière mauritano-sénégalaise, en pleine mer, et qui a fait l'objet d'un accord assez extraordinaire entre les deux États de partage. On a perdu 1 an et demi avec cette pandémie, mais l'exploitation de ce gisement qui, aujourd'hui, c'est 15 milliards de dollars d'investissement entre les deux pays, par des majors, et par une irrigation sur le territoire incroyable, ça va aux alentours de 2023, si tout se passe comme il faut, mais a priori, c'est parti pour, apporter 1 milliard de dollars dans les caisses de l'État sénégalais comme dans les caisses de l'État mauritanien. Cette manne pétrolière qui en plus est relativement bien gérée aujourd'hui, la gestion par le gouvernement sénégalais en particulier, c'est de dire il va y avoir cette manne, il faut d'une part ne pas la dépenser tout de suite et prévoir quelques bornes pour préserver l'avenir et les générations futures, mais aussi la formation du personnel qui va
exploiter ce pétrole pour que ce ne soit pas que des étrangers. Voilà, on pourrait continuer beaucoup, mais je vais peut-être m'arrêter maintenant. Vous avez bien compris que je suis convaincu, que je suis passionné par ce sujet, que je suis africain. Je vous rappelle, mais j'en reparlerai peut-être tout à l'heure quand on parlera de l'environnement bancaire et juridique, que je suis administrateur et cofondateur d'un groupe bancaire qui s'appelle la Banque pour le commerce et l'industrie, dont le siège est à Nouakchott. Donc c'est une entreprise africaine qui préside l'Afrique à ce titre. Qui préside Africa Link à ce titre, et que nous sommes implantés au Sénégal, au Mali et en Guinée. Donc cette sous-région, on la connaît bien, et j'ai une très grande confiance dans ce qui va se passer dans nos pays. Voilà, merci Nathalie, merci Denis. Merci Yves. On va tout de suite passer la parole à Ousmane Fall et à Oumar Ndir. Donc Oumar Ndir qui est le président directeur général ou le CEO, je ne sais pas comment tu souhaites le dire, du groupe Ndir, du groupe CI, pardon, CI avec 3 E, et Ousmane Fall qui est le PDG du groupe Stata. Qui veut commencer pour nous parler du terrain, pour nous parler du Sénégal, de ce qui se passe en ce moment au Sénégal, de ce qui est porteur dans le business du Sénégal? Qui commence, Ousmane ou Oumar? Oumar, je te donne la première. Tu es arrivé avant moi. Allez, Oumar. Ton micro. Voilà. Oui, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je suis toujours aussi émerveillé par la connaissance de l'Afrique de manière générale et du Sénégal du président de l'Africa Link, Yves de Lafont. Il a dit des choses qui sont des choses fondamentales, des choses essentielles. Alors, je commencerai par la première, que je vais répéter. Il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. L'Afrique est diverse, elle est multiple. Les opportunités sont également diverses en fonction donc, non seulement du poids géographique de certaines zones, mais aussi de la culture qui est plutôt anglophone par-ci, francophone par-là. Alors, pour ce qui est du Sénégal, le président d'Africa Link vient de le dire, c'est un petit pays de par la taille de son territoire et aussi de par sa population. C'est une petite économie qui a la particularité d'être quand même assez dynamique. C'est un petit peu bizarre. Le Sénégal n'est pas un pays qui dispose de ressources, d'atouts naturels importants, mais qui a su forger une identité économique assez intéressante et qui fait qu'aujourd'hui, c'est un pays qui résiste malgré tous les facteurs exogènes, qui résiste vaille que vaille aux crises, qu'elles soient économiques ou sanitaires comme celles qu'on a connues. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il y a, j'ai identifié quelques secteurs intéressants. J'espère que je ne vais pas marcher sur la langue d'Ousmane, comme on dit chez nous ici. Les 6 secteurs porteurs sur lesquels je pense qu'il y a un intérêt certain à avoir sont les suivants. Il y a l'énergie et tout ce qui est service à l'énergie. Il y a tout ce qui est hydraulique, que ce soit l'adduction ou l'assainissement. Je les énonce, puis je rentre dans le sujet. Je rentrerai dans le sujet après. Il y a tout ce qui est relatif à l'agriculture et à l'agrobusiness. Il y a aussi le secteur de l'immobilier et des logements sociaux. Il y a la pharmacie et enfin l'éducation et la formation. Je voudrais commencer mon propos avec l'éducation et la formation, qui constituent un secteur, à mon avis, qui est le secteur clé. L'éducation et la formation permettront de développer le Sénégal. Je pense qu'il y a des initiatives qui ont été prises, qui s'inscrivent évidemment dans le plan Sénégal émergent, mais ce sont surtout des initiatives privées. Il y a un besoin réel en formation de haut niveau, notamment dans les métiers des sciences de l'ingénieur. Le Sénégal est un pays en construction, donc il a besoin d'avoir, sur le plan technique et sur le plan scientifique, un large panier d'offres de compétences. Il y a également un intérêt certain des Sénégalais pour les métiers du digital.
En témoigne le succès qu'a connu la Sonatel Academy. Alors, la Sonatel, c'est l'opérateur télécom historique du Sénégal qui porte la marque Orange. Et Sonatel a mis en place donc une académie qui permet à des jeunes dans un temps record d'acquérir des compétences en matière de codage. Et donc, pour qui connaît tout ce que le digital aujourd'hui est en mesure d'apporter à l'économie mondiale, je pense que là également, il y a vraiment un secteur dans lequel il faut investir. Toujours dans l'éducation, je pense qu'il faut investir également massivement dans tout ce qui est formation des techniciens, un petit peu sur le modèle allemand. Les Allemands ont fondé, je crois, leur solidité économique sur la disponibilité en abondance de techniciens supérieurs assez compétents. Alors, les services à l'énergie et l'énergie de manière générale constituent également un pôle intéressant. Nous, S3E, alors mon groupe, Denis, c'est le groupe S3E, dont je suis l'un des acteurs. Nous sommes 3 dirigeants des 3 sociétés affiliées au groupe. Et je suis l'un des dirigeants, peut-être le principal, un petit peu la locomotive. Et donc, nous avons une filiale qui est dédiée au métier de l'énergie. À ce titre, nous produisons de l'énergie pour la Société nationale au sud du Sénégal. La Sénélec nous a confié la production, par exemple, de toute la ville de Sédhiou. Et nous faisons un tout petit peu pour certaines villes secondaires où nous renforçons la capacité de production du réseau. Il y a évidemment des besoins qui sont importants et des besoins importants qu'il va falloir couvrir, qui vont normalement pouvoir améliorer la compétitivité du Sénégal. Et il y a également un projet d'interconnexion de tous les États de la CEDEAO à travers un dispositif qui s'appelle le WAP, West African Power Pool. Et le Sénégal, étant membre du WAP, entend mettre à disposition donc, de ce pool de pays ouest-africains le Sénégal entend être en surcapacité de manière à pouvoir injecter dans ce réseau-là ces excédents de production. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Pour ceux que ça pourrait intéresser, qu'il y a effectivement un intérêt extrêmement important, les métiers à l'énergie. Le Sénégal vient de lancer un programme très ambitieux d'accès universel à l'énergie, avec l'ambition de pouvoir électrifier à 100% le Sénégal d'ici 2023. Je pense que ça va peut-être déborder, ou plutôt 2025, je pense que ça va déborder un tout petit peu, mais c'est une ambition qui est forte et on a déjà des résultats palpables. Ceux qui connaissent le Sénégal savent que là-dessus, on a fait un bond qualitatif extraordinaire. Il y a une électricité en permanence. Maintenant, il faut arriver à la rendre disponible dans toutes les villes et villages. Donc, l'énergie, la production, mais également tout ce qui est transport, énergie, à travers les lignes haute tension, HTA, HTB, voilà. Il y a également, je vais aller un peu plus vite pour laisser du temps un petit peu à Ousmane, le secteur de l'hydraulique, avec un programme assez ambitieux, toujours dans le cadre du PSE. Beaucoup d'argent a déjà été investi dans tout ce qui est adduction d'eau et assainissement. Il y a une usine qui va être inaugurée sous peu, qui va permettre de résorber définitivement le déficit de la ville de Dakar en matière d'eau. C'est le projet KMS3, comme Omar Sarr 3. Je pense que là aussi, pour ceux que ça intéresse, nous avons des membres d'Africa League qui sont sur ces problématiques d'eau. J'ai échangé récemment avec les dirigeants d'Oshun, Jean-Marc Philippe et son représentant au Sénégal. Donc, il est certain qu'il y a un intérêt à investir dans tout ce qui est hydraulique et en particulier l'adduction d'eau. L'assainissement est intéressant, mais c'est plus, voilà, l'assainissement intéresse surtout certains grands groupes qui peuvent, voilà, ceux qui ont les moyens, les capacités financières pour pouvoir réaliser des infrastructures assez lourdes. J'identifie également comme secteur porteur intéressant, allez, je vais aller un peu plus vite, l'agriculture et l'agrobusiness de manière générale. Il y a un besoin pour les Sénégalais d'avoir une autosuffisance alimentaire, limiter la dépendance à l'extérieur, tout ce qui est de la production agricole. Et évidemment, bien évidemment, il va falloir que les Sénégalais, avec l'aide de leurs partenaires extérieurs, puissent mettre en place des unités de transformation des produits. C'est toujours un crève-cœur de voir la production de nos paysans dans les campagnes
finir à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de capacité de transformation locale suffisante. Et donc, je pense que là, de ce point de vue, il y a réellement un besoin et une nécessité d'investir massivement dans l'agrobusiness. J'ai deux secteurs rapides sur lesquels je vais faire clore mon propos. Il y a l'immobilier et les logements sociaux, l'émergence d'une classe moyenne et le besoin pour l'ensemble de la population de se loger rend nécessaire la construction de logements sociaux, un petit peu à l'instar de ce qui s'est fait en France durant les 30 Glorieuses. Le président de la République au Sénégal a initié un projet qui s'appelle le projet des 100 000 logements, bon, qui, à mon avis, peine un petit peu à décoller. Mais je pense qu'il faut là aussi y voir un gisement très intéressant. Donc, l'immobilier, il y a de grands promoteurs immobiliers qui sont au Sénégal. Le président d'Africa League Sénégal est d'ailleurs membre d'un de ces groupes. Et je pense qu'il y a vraiment un secteur porteur. S'il y a un secteur qui est assez dynamique, c'est celui de l'immobilier, de la construction. Mais il faut que cela soit évidemment relayé par une réelle volonté de rendre disponible le logement, qu'il soit social ou qu'il soit de standing. Et enfin, la crise du Covid, de la Covid a montré la faiblesse de nos États et aussi du Sénégal par conséquent sur le plan du médical, du biomédical, de la pharmacie. Il y avait naguère quelques pharmacies, quelques laboratoires qui étaient présents et bien présents au Sénégal et qui ont progressivement fermé, je pense certainement pour des raisons de rentabilité. Et là, aujourd'hui, on voit qu'il est nécessaire d'investir dans la pharmacie, dans les laboratoires pour produire des sérums, pour produire des vaccins, produire également des médicaments génériques, un petit peu comme ce qui se fait en Inde. Donc voilà, chers amis, les secteurs que, de mon point de vue, j'identifie comme intéressants. Et je sais, comme le disait le président Yves, qu'il y a une longue histoire entre le Sénégal et la France. Et l'histoire économique ne fait que commencer. Je pense qu'il y aura beaucoup de belles choses que nous pourrons faire en commun à l'avenir. Voilà. Ousmane, je te laisse la parole. Merci, Ouma. Donc, bon, là, je vais vraiment avoir des difficultés après toutes ces belles interventions, hein, donc, vraiment complètes. Mais néanmoins, bon, ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être d'apporter quelques petits compléments, hein. Donc, voilà, déjà, ce qu'on peut dire du Sénégal, voilà, donc on a parlé donc de la superficie, donc 196 000 km, donc population de 16 millions d'habitants en 2019. La langue officielle, le français, et seulement 7 langues nationales, hein, donc par rapport à certains pays africains, c'est vraiment pas beaucoup, hein, et en général, il y a une langue dominante, quand même, le Wolof, donc, qui est parlé par l'essentiel de la population, hein, donc même si certains ne le parlent pas, ils le comprennent, et c'est une langue d'ailleurs qui est même implantée dans la majeure partie des pays d'Afrique de l'Ouest. Alors, le climat, il est tropical et avec une saison humide de 3 mois, ce qui donne, disons, une belle fenêtre de 9 mois, donc, où il fait vraiment bon vivre au Sénégal. La végétation, donc, semi-désertique, et le pays, surtout, il est plat. Le pays, il est plat avec peu de relief. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on déploie une solution dans le Sénégal, c'est facile, en fait, de la déployer, donc, du point de vue logistique. Il y a aussi 3 fleuves donc, qui traversent le pays, dont un fleuve, le fleuve Sénégal, donc, qui est mis en valeur du point de vue hydraulique et aussi énergétique. Alors, le PIB, donc on a parlé du PIB, donc il est de 1 033 $, hein, donc l'économie. Hein, les principales recettes donc, par rapport au Sénégal, donc c'est la pêche, le tourisme donc, et les services. On a parlé de la monnaie CFA, donc nous partageons avec 8 pays, hein, donc dans le cadre de l'UEMOA. Donc, et cette monnaie est arrimée à l'euro, hein, donc suivant une parité fixe. Pour donner un exemple, depuis 1994, date de la dernière dévaluation, en fait, le taux n'a pas changé. Le taux de change n'a pas changé, donc vis-à-vis de l'euro. Alors, l'UEMOA est un cas sous-régional, hein, donc qui permet en fait aux 8 pays francophones d'Afrique de l'Ouest, en fait, sauf en dehors de la Guinée, hein, d'avoir un cadre juridique, institutionnel et même monétaire. Donc aussi, nous faisons partie aussi d'une plus grosse organisation qui s'appelle la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest,
donc, qui comprend 14 pays, anglophones, francophones et lusophones. Le Cap-Vert en fait partie, et qui offre en fait un cadre législatif donc, et juridique. Bon, ça aussi, c'est assez important, puisque donc, du point de vue des accords, hein, donc, ça permet en fait de déployer en fait, des solutions à travers donc, un marché donc, qui fait quasiment 500 millions d'habitants. Bon, le Sénégal aussi donc, a déployé donc, pas mal de, c'est-à-dire plusieurs avantages hein, pour les entreprises qui souhaitent s'installer, donc avec des formules un code des investissements donc qui permet en fait d'avoir des exonérations donc en début d'exercice. Donc pour les entreprises qui vont réexporter 80% donc de leur production, donc ça, on leur permet en fait de s'installer donc en zone franche, mais aussi d'avoir une imposition réduite hein, autour de 15%. Enfin, il y a un facteur qui se développe particulièrement actuellement, donc c'est le partenariat public-privé. Hein, donc, j'en veux peu preuve. Donc, surtout, ça permet en fait, plutôt que de chercher des marchés d'État ou des marchés privés, donc on peut venir avec ses propres solutions et se déployer donc, à travers le pays. Donc, j'en veux pour preuve des centrales électriques, donc pas mal de centrales électriques qui ont vu le jour ces dernières années, dont la dernière qui est une centrale de gaz qui est en cours de construction avec des investisseurs sénégalais, n'est-ce pas? Donc, une centrale de 300 MW au gaz. Hein. Donc, il y a par exemple quelque chose que Thierry a dû voir lors de son dernier passage à Dakar. Donc, il y a pas mal de travaux d'autopompes pour améliorer la circulation. Ça, c'est un projet de 18 autopompes à Dakar, donc, dont le financement a été apporté par l'entrepreneur. Donc, c'est une entreprise française. Donc, et après, donc, l'État du Sénégal donc, rembourse au fur et à mesure. Donc, il y a aussi pas mal aussi en matière d'agro-business. Hein, donc, comme Oumar en a parlé. Donc, il y a pas mal aussi donc, de choses qui sont en gestation. Alors, pour les avantages comparatifs du Sénégal par rapport donc, à ses voisins. Bon, donc, il y a donc une justice, hein, donc qui est relativement, je dirais, ancienne, c'est-à-dire, bon, le Sénégal était en fait Dakar était la capitale de l'AOF. Donc, en fait, tous les services en fait, donc, étaient déjà présents au Sénégal depuis les années 1800. Donc, dès que le Sénégal est devenu indépendant, il y avait déjà une structure des palais de justice et puis surtout donc, une jurisprudence donc qui était déjà établie. Nous avons une stabilité hein, donc politique hein, dans le pays. Nous avons aussi une stabilité de la sécurité. Hein, donc on touche toujours du bois lorsqu'on en parle, mais la vérité est que le Sénégal a été pour le moment épargné par rapport donc, aux remous sécuritaires. Le Sénégal aussi, grâce à la Sonatel et à ses investissements judicieux, hein, donc dans les années 80, hein, donc, a pu bénéficier aujourd'hui d'une infrastructure de communication hein, donc assez remarquable, et ceci à travers tout le pays. Si vous allez donc, au fin fond du Sénégal, donc, vous pouvez avoir votre Internet au débit hein, sans aucun problème. Bon, le climat aussi, donc, il est acceptable hein, donc, en toute période de l'année. Et l'autre avantage aussi, c'est que le Sénégal bénéficie par rapport à sa position, hein, donc d'une situation géographique donc intéressante. Et donc actuellement, donc, il y a un hub aérien qui est en cours de construction, donc grâce à l'aéroport et à la compagnie nationale, donc, qui est en train d'essaimer à travers toute l'Afrique et prendre des liaisons aussi avec l'Europe. Alors, l'autre avantage aussi, c'est la qualification de ces ressources humaines. Bon, le Sénégal a pas mal maintenant aujourd'hui d'universités et d'écoles privées, donc ils forment au métier à divers métiers. Et donc là, c'est un avantage qu'il y a et donc vis-à-vis en fait de nos amis de nos amis de la sous-région. Alors pour les secteurs d'avenir, alors je dirais donc comme Oumar l'a dit, donc l'énergie, hein, l'oil, le gaz, l'électricité et l'eau, hein, donc l'agrobusiness et l'agro-industrie. Hein, donc, on peut citer une success story, hein, 2 success stories aujourd'hui hein, dans ce secteur-là. Donc, d'une part, il y a Auchan, hein, Auchan qui s'est déployé au Sénégal de manière extraordinaire. Hein, donc,
et qui a pu s'implanter et même commercer, disons, donc directement donc avec les agriculteurs hein, pour la distribution. Donc l'agro-industrie, donc il y a une entreprise qui s'appelle Sénéguindia, donc qui aujourd'hui, quasiment lors des fêtes religieuses, alimente quasiment le marché sénégalais. Donc ils sont installés dans le nord du pays, dans la vallée du fleuve Sénégal. Hein, nous avons donc les services. Hein, on a parlé des services, donc logistique, services à l'industrie, etc. Donc les technologies de l'information et de la communication, donc on en a parlé. Donc les PMI, hein, donc ça c'est quelque chose de très important, surtout pour les produits manufacturés, hein, donc les laiteries, les fabrications de jus, tout ce qui est dans l'agroalimentaire, hein, donc et les petits produits. Hein. Donc il y a aussi la formation, ça aussi c'est quelque chose d'important. Il faut savoir que c'est un secteur qui est très porteur, hein, et parce que bon, déjà le Sénégal a une certaine réputation, hein, donc, du point de vue africain. Donc, il faut savoir qu'au Sénégal, dans les écoles privées post-bac, il y a à peu près 40% en fait, des étudiants viennent en fait, d'Afrique. Non pas de la sous-région, mais je dis bien d'Afrique. Hein, ils peuvent venir du Congo, du Gabon. Hein. Sinon, il y a aussi le secteur de l'assurance qui va se développer nécessairement. Et aussi le secteur de la sécurité, donc dans les bâtiments, le secteur de la santé. Hein. Donc, il faut savoir aussi que même dans la sous-région aussi, le Sénégal attire donc donc les malades de la sous-région. Hein. Voilà. Et de manière générale aussi donc le marché sous-régional, puisque donc le Sénégal travaille avec ses partenaires sous-régionaux à installer donc un marché unique. Voilà. Donc c'était pour essayer de compléter les choses. Merci. Merci Ousmane. Merci. Merci. Alors, nous avons également avec nous Pascal Grelier, qui est directeur commercial pour Bolloré Logistique Sénégal. Pascal, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ouais. Ouais. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc, merci, Pascal, on a effectivement compris que le Sénégal occupait une position stratégique. Est-ce que vous pouvez nous parler effectivement de ces infrastructures logistiques pour toutes les entreprises qui souhaitent effectivement travailler avec le Sénégal? Il y a eu plein de choses de dites déjà par des grands spécialistes et tout ça, donc je vais peut-être me répéter un peu sur certains secteurs d'activité que nous avons eu la chance d'accompagner. Donc pour ma part, ça fait 18 ans que je suis au Sénégal et 30 ans que je sillonne l'Afrique de l'Ouest et centrale. Donc le groupe Bolloré, je ne vais pas faire la présentation du groupe Bolloré dans sa totalité, je vais juste parler de l'Afrique, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc nous sommes sur 46 pays, ça fait 80 ans que nous sommes au Sénégal. Nous avons eu la chance d'accompagner de jolis projets et d'accompagner plein de sociétés, de tout type de sociétés, hein, qui va de la PME jusqu'à la très grande société. Donc nous avons accompagné, comme le disaient les interlocuteurs qui sont intervenus avant, plein de gros projets au niveau de l'infrastructure, hein, parce qu'en ce moment, il y a encore plein de projets au Sénégal, même si l'année dernière a été une année un peu compliquée pour tout le monde. On n'a jamais cessé de parler de projets au Sénégal. C'est vrai que l'année dernière, ça a freiné un peu le démarrage de certains projets, mais cette année, il y a des projets qui sortent encore et qu'on signe encore avec des structures de toutes sortes, des grosses structures et des plus petites. Je pense à des projets routiers jusqu'à Kaolack au niveau d'autoroute. Je pense on en a parlé tout à l'heure, à l'assainissement d'eau où on va recevoir le mois prochain 3 bateaux pour le projet KLS3 avec d'autres projets encore, d'autres bateaux à venir. On accompagne aussi beaucoup de projets solaires, d'énergie propre. On a eu la chance d'accompagner les premiers champs solaires au Sénégal et au Mali. On a eu la chance aussi d'accompagner un autre projet, le projet les plus grandes éoliennes d'Afrique au Sénégal, qui se sont installées en 2019. Donc, c'était, je le répète, les plus grosses éoliennes en Afrique de l'Ouest, en Afrique même. Hein. On parlait de pales de 62 mètres, pour une capacité de distribution d'énergie très importante. Donc, ça, c'est. Alors, après, on peut toujours dire est-ce que l'éolien est une énergie propre, en tout cas, elle est plus propre que certaines énergies.
Donc voilà, nous notre vocation, bien évidemment, c'est d'être présent sur le marché, mais aussi, surtout, c'est d'accompagner les sociétés. On a la chance d'accompagner beaucoup de sociétés dans leurs projets dès le départ, et c'est un peu la vocation d'un groupe comme le nôtre. Voilà. Donc on accompagne bien évidemment les sociétés françaises, mais pas que, on en a parlé, il y a plein d'investisseurs autres que français qui sont intéressés par le Sénégal. Voilà, je voulais aussi revenir, moi, sur la situation géographique du Sénégal, qui est quand même exceptionnelle. Hein. On parle d'un des premiers ports d'Afrique noire touchés. On parle aussi d'un corridor naturel sur le Mali et d'autres pays de la sous-région. C'est important, parce que ça amène aussi du business sur le Sénégal, avec des infrastructures qui nous permettent de travailler aujourd'hui. Alors, il y a des, comme on disait tout à l'heure, il y a encore des petites faiblesses, parce que le train ne fonctionne pas sur la sous-région depuis maintenant quelques années, mais il y a aussi des projets à ce niveau-là. Donc ça, c'est important de le souligner, parce que le Sénégal a une situation géographique qui lui permet d'envisager plein de beaux projets et plein de choses dans les années à venir. Voilà. Ça, c'était ce que je voulais dire. Il y a aussi des grands projets au Sénégal. On a parlé de l'aéroport, qu'on est doté maintenant d'un aéroport avec des capacités, capables de recevoir beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas sur l'ancien aéroport. On parle aussi, parce que là, dernièrement, a été signé quand même un gros projet qui va aussi permettre au Sénégal de voir plus grand au niveau des capacités portuaires, c'est-à-dire on parle quand même d'un port du futur qui devrait voir le jour dans 4-5 ans, qui a été signé entre l'État sénégalais et Tipiwa, avec des capacités extraordinaires, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir des capacités qui nous permettent de voir très 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 loin, hein, parce qu'aujourd'hui le port de Dakar a cette faiblesse, c'est-à-dire que les volumes ces dernières années, mis à part l'année dernière, ont augmenté depuis ces 10 dernières années, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le port de Dakar ne suffit plus à pouvoir traiter toutes ces marchandises qui arrivent, hein, aussi bien en vrac qu'en conteneur, que pour la sous-région. Voilà, ça c'est les gros projets à venir sur le Sénégal. Il y a plein de gens qui en parlent mieux que moi. Donc voilà, et puis il y a plein de projets qui sortent. Hein. Même aujourd'hui, nous signons aussi on parlait de la Mauritanie tout à l'heure, il y a le pont de Rosso qui est en train d'être signé, c'est-à-dire entre le Sénégal et la Mauritanie, qui va faciliter bien évidemment les échanges entre ce pays et aussi l'Europe, parce qu'il y a plein de denrées maintenant qui remontent. Du fait que les infrastructures routières sont bonnes au Sénégal et en Afrique, il y a plein de denrées qui remontent par la route maintenant du Sénégal sur l'Europe. Surtout la filière fruits et légumes. Voilà. Donc voilà, je voulais parler de ça. Voilà, je ne sais pas quoi rajouter de plus. Parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites déjà, donc c'est un peu compliqué pour moi d'arriver après ça. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que cette année, c'est très dynamique. Hein. Je ne veux pas dire qu'on est revenu au niveau 2018, 2017, 2019, hein, avec tous les beaux projets que le Sénégal a sortis, parce qu'on a quand même travaillé sur d'énormes projets. On parle du TER aussi, qui normalement devrait être mis en marche fin d'année pour la première tranche, c'est-à-dire Dakar-Diamniadio, qui devrait aussi faciliter bien évidemment la vie de beaucoup de gens pour venir au travail, parce que la circulation à Dakar, comme vous le savez, est un peu compliquée de temps en temps. Donc voilà. Merci Pascal. J'avais une question, alors je ne sais pas voilà, si vous pouvez effectivement y répondre. Concrètement, donc pour une entreprise qui souhaite travailler avec le Sénégal, aujourd'hui, quelles sont les réglementations douanières, taxes auxquelles elle devra effectivement répondre, faire face? Est-ce que vous-même ou une personne peut effectivement nous expliquer? Réglementation douanière, réglementation et douanière, donc le Sénégal, quand même, via la PIX, accompagne plein de sociétés qui veulent s'installer. Quand même, on a la chance d'avoir la PIX qui a accompagné ces dernières années d'énormes projets et aussi des plus petits projets. Hein. Je pense à une société qu'on avait rencontrée il y a quelques années comme Fonroche, qui est passée par la PIX. C'est l'éclairage de 50 000 candélabres solaires.
Donc après, au niveau de la réglementation douanière, il n'y a rien de particulier. Hein. Donc il y a l'accompagnement de la PIX et après, on suit la réglementation douanière comme on peut la suivre dans un autre pays. Donc il y a des projets qui sont exonérés, d'autres qui ne le sont pas. Nous, on est là pour accompagner les sociétés dans leur démarche d'importation et de gestion de flux logistiques. Voilà. Après, il y a des règles particulières au Sénégal pour importer, bien évidemment. Il faut qu'une société soit implantée physiquement au Sénégal pour importer. On ne peut pas faire passer des flux sans être présent au Sénégal. Et voilà, quoi. Rien de particulier par rapport à notre pays. Hein. Ce n'est pas très compliqué. Comme disait tout à l'heure, il y avait un intervenant qui disait qu'on pouvait créer une société assez rapidement. C'est vrai, ce n'est pas plus compliqué que d'autres pays, voire plus simple qu'en France, je pense. Et après, il y a des structures qui accompagnent les investisseurs et les gens qui veulent s'implanter au Sénégal. Hein. Il n'y a rien de particulier, quoi. Hein. Voilà. Il n'y a pas de complications particulières. Voilà. Je peux éventuellement juste ajouter un point sur la réglementation. Oui, Annie, vas-y. Effectivement, c'est relativement simple. Il faut quand même savoir qu'il y a un contrôle des marchandises avant embarquement. Donc ça, il faut quand même l'anticiper, le savoir. Et en fonction du montant, mais ça, le montant est tellement faible que voilà. En ce moment, il n'y a plus de contrôle. Hein, parce que, il a été suspendu? Il a été suspendu, c'est-à-dire que la Cotecna est arrivée à la fin de son mandat et pour l'instant, il n'y a plus de contrôle. Je pense qu'ils vont relancer une consultation et en remettre. D'accord. Mais en ce moment, on est sans contrôle physique mais a priori c'est une période, ce serait une période de latence, du coup, en attendant de refaire un appel pour. D'accord. Je suppose que l'État va relancer une consultation. Voilà. D'accord. Ok. Mais il est vrai qu'habituellement, il y a un contrôle documentaire et physique des marchandises. Voilà. Ok, je crois qu'il y a Guillaume qui veut dire quelque chose. Vas-y, Guillaume. En tant que commissionnaire agréé aussi, juste un conseil que je pourrais donner, c'est de bien veiller à ce que vos commissionnaires transport ou commissionnaires en douane au Sénégal soient bien agréés, qu'ils ne soient pas dans l'informel. Ça réduit quand même énormément les risques. La liste, elle est consultable sur le site des douanes sénégalaises. Il doit y en avoir 147 au Sénégal. Voilà, c'est un conseil d'amis, un conseil de malien. Moi, je suis un très bon conseil surtout, un très bon conseil effectivement. Mais on voit que donc c'est un pays stable, c'est un pays où il y a des règles, qui est relativement cadré par rapport à d'autres pays africains et qui peuvent parfois effrayer les gens qui ne connaissent pas l'Afrique. C'est un pays où il y a des secteurs extrêmement dynamiques. On a cité l'énergie, l'hydro et l'immobilier. L'immobilier, c'est vrai qu'on est un boom absolument exceptionnel au Sénégal et l'immobilier entraîne derrière d'autres secteurs comme l'assainissement, tous les fluides, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. L'immobilier, je le mentionne et je fais un arrêt juste dessus parce que ça a été l'objet d'une mission à laquelle Africa Link a participé, qui était menée par le club de l'immobilier, justement, du territoire Aix-Marseille-Provence, avec la Chambre de commerce Aix-Marseille-Provence. D'ailleurs, je salue au passage Frédéric Ronald, le vice-président en charge des relations internationales, qui est avec nous. La Chambre qui, d'ailleurs, est à l'origine de la naissance d'Africa Link. Rendons à César ce qui appartient à César, en l'occurrence à la Chambre, et qui soutient toujours. Donc, cette mission, on l'avait faite à Dakar et on a eu un succès hyper fort. On avait plus de 50 acteurs de l'immobilier de la région sud qui étaient partis sur Dakar et ça a été un succès absolument exceptionnel. Il y a eu pas mal de contrats qui ont été passés. L'immobilier est vraiment le secteur qui se développe très, très fort et on dit chez nous, quand le bâtiment va, tout va. Alors, je ne sais pas si c'est vrai au Sénégal, mais en tout cas, c'est clair que c'est un secteur qui tire beaucoup d'autres secteurs d'activité. Je vais passer la parole maintenant, après un grand groupe, à une PME qui s'appelle Somexport. Robert, situé parmi nous. Robert, en plus, il a plein de particularités. Robert, c'est le premier membre historiquement d'Africa Link. Et en plus, Robert est aussi membre de l'APEX. Donc, il a vraiment toute légitimité à parler. Il connaît extrêmement bien l'Afrique, pas seulement, il connaît bien aussi l'Asie. Il connaît le Sénégal. Et je voulais qu'il témoigne parce que c'est vraiment, il est en permanence sur le terrain, confronté à toutes les difficultés. Et vraiment, son témoignage est très intéressant.
Merci Denis pour cette entrée en matière. Alors j'avais préparé une présentation un peu classique, mais je crois que je vais l'abandonner. Je vais juste vous la partager dans le sens où beaucoup de choses ont déjà été dites et ça ne sert à rien de redire ce qui a été dit. Je reviendrai simplement sur les points essentiels et sur mon expérience. Alors effectivement, je suis né en Afrique, je suis né au cœur de l'Afrique, en Centrafrique, mais c'est sans doute un des pays que je connais le moins. J'ai eu la chance de voyager pendant toute ma jeunesse grâce à mes parents. Donc, j'ai vécu en Europe, j'ai vécu en Amérique latine et j'ai fait ma carrière dans un grand groupe américain, Polaroid, où j'ai eu la chance de vivre en Afrique du Sud. Et je vais revenir à ça parce que ça a une importance par rapport au Sénégal. Aujourd'hui, ça fait 16 ans que je dirige la société Somexport, qui travaille, comme Denis l'a dit, sur l'Afrique, l'Asie, un petit peu le Moyen-Orient et l'Arménie. Mais je reviens sur le Sénégal parce que pour moi, le Sénégal, c'est vraiment la porte d'entrée, le pays où tout exportateur français devrait démarrer. C'est là où c'est le plus simple, quelque part. Par rapport aux 54 ou 55 pays d'Afrique qu'on connaît, le Sénégal est une terre d'accueil. Monsieur le consul l'a dit, c'est la teranga. Il y a une hospitalité légitime. On va dans ce pays sans visa. Donc, c'est déjà, si on compare à d'autres pays d'Afrique, où vous verrez, il y a des visas, il y a un certain nombre de documents à fournir. Ça prouve que le Sénégal nous ouvre ses bras pour s'y installer. Alors, moi, je vais vous parler de mes expériences sur ce marché. J'ai commencé à travailler professionnellement sur le Sénégal il y a une trentaine d'années. À l'époque, je travaillais donc, comme je vous l'ai dit, pour Polaroid et j'officiais sur une division qui s'appelait Programmes gouvernementaux. Donc, on faisait des cartes d'électeurs, des cartes d'identité, des passeports, des permis de conduire, avec des sociétés d'ailleurs françaises du type Thales, c'était Thomson à l'époque, ou Ouverture. Et je vais vous parler d'une expérience intéressante qui m'est arrivée. Donc, je venais pour signer un contrat de carte d'électeur avec le gouvernement sénégalais. J'avais plusieurs interlocuteurs, dont 3 importateurs. Alors, le premier était notre distributeur officiel, que sans doute Ousmane et Oumar ont dû connaître, qui s'appelait Photociné Sénégal, un Français installé place de l'Indépendance. Donc, cet importateur, j'ai dû assez vite l'écarter parce qu'il n'avait aucune connaissance importante au niveau du gouvernement et c'est important dans les échanges à ce niveau-là. Ensuite, j'ai eu un importateur de ce qu'on appelle du marché informel qui m'a accosté et qui m'a dit « Moi, je suis parent du président, enfin parent de la femme du président et j'ai légitimité à travailler sur ce projet. » Je l'ai écarté assez vite parce que le marché informel, le gouvernement, ça ne va pas trop ensemble. Mal m'en a pris. Le lendemain de notre rencontre, je me retrouve convoqué au commissariat de police de Dakar. Alors heureusement, j'avais un joker, parce qu'en Afrique, c'est important de le savoir, mais c'est toujours important d'avoir plusieurs connaissances. Et mon joker était un monsieur d'origine libanaise, mais qui était déjà au Sénégal depuis 2 générations, et qui m'a sorti en 5 minutes du commissariat, alors que le plaignant, donc, qui était cet importateur parallèle, me vouait à passer quelques jours en prison. Et ce monsieur libanais m'a fait rentrer donc, par la grande porte, puisqu'on est allé directement au ministère de l'Intérieur, et on a traité notre contrat de carte d'électeur en 1 semaine. C'est un contrat qui faisait 8 millions de $. Voilà, donc juste pour vous donner une petite introduction, c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé sur tous les plans, hein, que ce soit sur le plan économique, sur le plan structurel, sur le plan communication. Moi, quand j'allais à Dakar, je descendais à Yoff. Aujourd'hui, on a un Dakar de toute beauté avec une compagnie aérienne depuis Marseille qui nous emmène en 5 heures à Dakar. Dakar est devenu un vrai hub. Voilà. Tout ça, je prends cette expérience pour vous amener à aujourd'hui comment je travaille. Donc aujourd'hui, j'ai un importateur, une grosse société de la place qui importe et qui produit des produits laitiers.
les quelques difficultés que j'ai pu rencontrer, parce qu'il faut en parler un petit peu, hein, même si je dis que c'est assez facile de travailler sur le Sénégal, il y a une quinzaine d'années, je démarrais donc avec cet importateur et il me demande de lui trouver des moutons à un prix défiant toute concurrence. Donc, évidemment, pas des moutons de Nouvelle-Zélande ni d'Australie. Donc, j'ai dû aller chercher mes moutons en Chine. Le périple a été assez cocasse. J'ai mis 3 mois pour le livrer. Mon importateur était furieux. Et ensuite, quand il a vu d'où venait la marchandise, il a fait un contrôle à l'Institut Pasteur pour finalement reconnaître que les produits étaient bons. Et nous avons pu continuer à travailler. Donc, tout ça pour dire qu'avec ce qui compte, à mon sens, pour travailler avec le Sénégal, c'est la confiance, la fiabilité et le long terme. On ne peut pas travailler pour faire des coups, parce qu'on ne dure pas. Là, je pense que c'est vrai au Sénégal et c'est vrai dans beaucoup de pays d'Afrique. Il faut voir ses clients, il faut les rencontrer, il faut leur donner confiance, il faut leur montrer que vous aimez leur pays et que vous voulez développer ensemble un vrai partenariat. Et c'est l'expérience que j'ai après 30 ans d'export et d'international en Afrique. Alors, c'est vrai aussi sur d'autres continents, mais sur l'Afrique, c'est particulièrement prédominant. Et surtout, le client sénégalais, tel qu'il soit, est fidèle et loyal. Dans le sens où, bien sûr, on est loyal avec lui. Donc, c'est un petit peu l'expérience que je voulais vous partager. Après, je pense que, bon, moi, j'ai entendu parler des différents secteurs d'avenir. Alors, je ne les connais pas tous, évidemment, puisque moi, je suis limité à l'agroalimentaire. Mais je pense que sur l'agroalimentaire, il y a énormément de choses à faire. Par contre, moi, ma difficulté, c'est que je ne peux travailler qu'avec un seul importateur. Dès lors où j'en ai un second, je me mets en danger. J'ai voulu le faire il y a quelques années, je ne le recommanderais pas. Dans les autres secteurs, c'est peut-être différent, dans le sens où vous avez peut-être plusieurs cordes à votre arc. Moi, j'en ai qu'une, donc je joue vraiment la carte de la loyauté et de la fidélité avec mes clients. Donc, privilégier le long terme, et je pense que les clients sénégalais vous le rendront. Voilà un petit peu ma conclusion. Est-ce que vous avez des questions? Merci Robert. De toute façon, on va passer maintenant aux questions, et aux questions et aux réponses, j'espère, parce que quand il y a des questions, c'est mieux s'il y a des réponses. Qui veut commencer? Qui se jette à l'eau? Qui prend la première question? C'est toujours la plus difficile. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment sur les secteurs d'activité porteurs en ce moment au Sénégal, sur le fait que le Sénégal est le point d'entrée le plus évident pour les PME du territoire Aix-Marseille-Provence. Qui veut prendre la parole pour un complément ou pour une question? La parole est ouverte. Guillaume Dumoulin, Terre Transit. Je veux bien poser une question à Robert. Robert, est-ce qu'il serait possible d'avoir ta présentation qui est si bien faite? Oui, j'étais en train de te répondre. Oui, tout à fait, bien sûr. Je te l'enverrai. Anna a une copie, mais il lui manque 2 slides. Donc, il faudra que je t'envoie la présentation complète. Et à ce moment-là, Anna pourra l'envoyer à tout le monde dans ce cas-là? Oui, j'enverrai le replay des échanges et la présentation de Robert. Super. Alors, je profite rapidement de l'occasion parce que je vais devoir vous laisser, j'ai un autre rendez-vous. Juste pour dire que je suis content de voir que la région PACA est extrêmement dynamique. Ça fait plaisir, ça change de certaines autres régions. Moi, je suis en Normandie, donc je suis un peu plus loin. Et pour information, j'organise une mission au Mali avec 16 chefs d'entreprise. Il me reste aujourd'hui 2 places. Donc, Denis, je vous ai envoyé la présentation, de même que M. Delafont. Donc, voilà, s'il y a des entreprises marseillaises ou du sud de la France qui veulent se joindre à cette mission, dont l'objectif est de comprendre la situation géopolitique, socio-économique et culturelle au Mali, avec quelques entrées stratégiques que j'ai la chance d'avoir puisque j'ai été adopté par les Maliens. Je suis Gaoussou Diarra. Voilà, donc c'est une mission qui aura lieu au mois de juin. Et donc voilà, il reste 2 places aujourd'hui. Je pense que ça va être vite pris, mais c'est une opportunité extrêmement intéressante puisque le Sénégal est la porte d'entrée vers le Mali. Et il me semble d'ailleurs que historiquement, c'était quasiment le même pays avant qu'il coupe la frontière pour que le Mali puisse pas avoir accès à. Exact. Merci à tous, bonne journée, bravo pour votre travail. Merci Guillaume.
Alors, est-ce que quelqu'un a des questions, une intervention, un complément, une prise de parole souhaitée? Sinon, peut-être, Yves, tu devais aussi nous parler un petit peu de l'environnement bancaire. Alors, je sais qu'on on a débordé sur le temps, donc peut-être juste Oui, un mot. deux mots si vous voulez. La place de Dakar est une place très embouteillée par le secteur bancaire. On a 25 banques et 39 établissements financiers. Mais c'est aussi un pays où les taux sont plus faibles qu'aux alentours. Et là, il faut aussi savoir que les taux d'intérêt dans nos pays sont extrêmement élevés. Dakar, un très bon client, c'est 6 points. D'accord. En Guinée, c'est 15 ou 17 points. Donc, on est très, très loin des taux que nous rencontrons dans nos pays. Et ça, c'est un paradoxe assez étonnant. Vous placez de l'argent dans une banque en DAT, c'est-à-dire un dépôt à terme, vous avez une rémunération qui est autour de 4%, 4,5%. Vous voyez, c'est assez surprenant avec une solidité qui est garantie par une banque centrale. Donc ça, c'est important. Mais deux choses peut-être. La Banque centrale de l'UMOA et les banques nationales, les banques centrales évidemment, ont mis en place des soutiens pendant cette pandémie importants de résilience des entreprises, de soutien et de report d'échéance, d'accès à de l'argent moins coûteux, qui a fonctionné relativement bien, sachant que ça a entraîné, et je le regrette, mais je le comprends parfaitement et j'y adhère, une non-distribution de dividendes pour les actionnaires des banques. Ça, c'est une chose. Mais pour revenir plus largement à l'aspect financier, moi, je voudrais rappeler que le retour sur investissement d'une affaire qui marche d'une façon générale en Afrique, mais en particulier au Sénégal, est beaucoup plus important que chez nous. On parle de 3 à 4 fois plus de rentabilité d'entreprise qui tourne. Alors, c'est pas facile, il y a des habitudes à prendre, il y a un langage à avoir, à faire attention, être accompagné, être en partenariat avec des gens de confiance. Mais la rentabilité des opérations, quand elles marchent, et c'est le cas très souvent, Dieu merci, est importante. Donc ça veut dire qu'il y a du profit à faire. Il faut le rappeler, nos entreprises sont quand même là pour faire du profit. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu plus de difficultés ou de risques, mais ça se gère le risque aussi. Voilà, c'était le point peut-être sur le secteur juridique et bancaire. Je pourrais rappeler quelque chose qui est intéressant aussi. On ne l'a pas évoqué, je parlais d'un grand corps qui se réveille, ce corps africain. Il est aussi représenté par l'Union africaine, qui est une belle endormie depuis sa création, mais qui a pris une nouvelle dimension, d'ailleurs sous la présidence de Paul Kagame, le président rwandais, qui était président en exercice de l'Union africaine, avec des projets remarquables, dont un qui est particulièrement intéressant et qui a l'air de prendre forme, c'est ce projet de grande zone de libre-échange continentale. C'est un vrai sujet parce que les marchés nationaux sont petits et qu'il manque d'échanges interrégionaux, inter-États africains. On estime que les échanges entre les pays africains sont de l'ordre de 13% des échanges globaux. En Europe, c'est 80%. Et ce développement du marché continental, régional d'abord, mais continental ensuite, est une opportunité incroyable parce que ça permettra d'avoir des entreprises beaucoup plus importantes. Et ça me rappelle quelque chose que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y aura des grands demain en Afrique. Il y aura des licornes, on en connaît déjà quelques-unes, mais des entreprises extrêmement importantes, extrêmement rentables et continentales ou régionales. Eh bien, ces grandes entreprises sont des petites aujourd'hui, sont des entrepreneurs, sont des startups, sont des innovateurs, sont des petits groupes qui ont besoin d'un coup de main qui est financier, bien évidemment, mais nous avons, nous, en Europe, de l'argent, mais aussi en termes de rigueur, d'organisation, de savoir-faire. Et c'est maintenant qu'il faut y être. Si on veut être, si j'avais été dans le garage de Bill Gates ou dans le premier bureau de Jumia, cette entreprise africaine qui fait de la distribution jusqu'au dernier kilomètre en e-commerce, qui a été créée il y a 6 ou 7 ans, je crois, pas plus que ça, c'est peut-être même 5 ans, 6 ans, et qui aujourd'hui est évalué à $1 milliard.
des gens qui ont décidé de faire de la vente par correspondance dans des pays où il n'y a pas, a priori, de moyens de grosse classe moyenne, où il n'y a pas d'adresse, où il n'y a pas de route, où les postes fonctionnent plus ou moins bien, et qui a réussi un challenge incroyable. On a des exemples comme ça. Flutterwave, qui fait de l'interopérabilité de systèmes de paiement et de systèmes téléphoniques sur le continent. Création 2016, aujourd'hui, $1 milliard. Donc, et ça, c'est dans des domaines un peu particuliers, du digital, de l'Internet, etc. Mais dans tous les domaines, il y a des opportunités incroyables à des coûts faibles pour pouvoir se développer sur ce continent. Alors, et je vais conclure en même temps, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin, pour dire deux choses. D'abord, je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, mais Denis l'a fait avec justesse. Nous sommes accompagnés, nous, Africa Link, par un certain nombre de gens et d'institutions, de privés, de publics, mais la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, sous la présidence de Denis Chauvin, a fait un travail absolument remarquable, car c'est eux qui ont eu l'idée de ce réseau, et en particulier d'ailleurs Denis, au sein qui a été le papa d'Africa Link il y a maintenant 4 ans, dans sa première réflexion, qui a fait adhérer totalement, c'était pas difficile, des gens comme Jean-Luc Chauvin, qui sont des Africains convaincus, et Frédéric Renal, qui est présent, à qui je dis bonjour d'ailleurs, mais c'est aussi la métropole, et c'est de plus en plus de gens qui nous accompagnent, parce que nous avons un projet particulier. Nous sommes terrain, nous sommes PME, et peu d'institutions, d'organisations, d'associations travaillent sur la PME, et sur ce niveau intercontinental, si vous voulez, une spécialité qui est cette relation africaine-européenne. Et je voudrais passer un message fort maintenant. Nous avons une opportunité structurante, de long terme pour notre territoire, qui est absolument remarquable, c'est de construire ce hub entre l'Europe et l'Afrique sur ce territoire qui a une légitimité historique, culturelle, économique, etc. Et nous devons tous nous retrouver là-dessus. Le secteur privé l'a reconnu. Nous avons signé dernièrement une convention avec le Top 20 qui regroupe les plus grandes entreprises du territoire, qui sont celles qui font plus de 100 millions de chiffre d'affaires, avec comme objectif de créer les conditions de ce hub pour qu'on se dise notre territoire, le territoire de Marseille, ce n'est pas Marseille la ville, mais c'est ce territoire, a une vocation à devenir ce hub. Il faut que maintenant tous les politiques, que ce soit le secteur privé ou les politiques ou le privé, aillent dans ce sens d'une union, une union sacrée, je dirais, qui sorte du politique pour aller construire ce hub. Voilà, merci beaucoup à tous de votre attention et je vous laisse conclure maintenant. Merci Yves. Il nous reste encore 3 minutes. S'il y a une petite dernière question, une dernière intervention. Anayotis, peut-être. Oui, Pana qui voulait parler et qui nous a signalé sur le chat les crédits impôt investissement, crédit impôt export. Pana, tu es là? Non, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Si, c'est important. Les détails techniques, c'est important aussi. Non, juste une petite intervention sur on n'en a pas suffisamment parlé. C'est la qualité des ressources humaines que l'on peut trouver aujourd'hui dans certains pays du continent africain, et en particulier sur le Sénégal. Parce qu'en fait, quand on intervient à l'étranger, on le sait à l'APEX et on le sait chez Africa Link, il est important d'avoir de l'ancrage local, en particulier sur le continent africain, et d'avoir aujourd'hui, quand on regarde la qualité et les compétences que l'on peut trouver sur le continent africain, c'est assez important pour le développement de nos entreprises dans les deux sens. Et pour former un petit peu depuis quelques années sur les deux rives, je vois l'évolution sur la qualité des compétences que l'on peut trouver. C'est très important, il faut le noter, parce qu'aujourd'hui, ça va participer, ça va accélérer les développements que l'on pressent et dont on parle depuis plusieurs temps avec Africa Link sur le continent africain. Voilà. Donc, c'est juste une petite intervention. Il y a vraiment des personnes de compétences vraiment avec des qualités qu'aujourd'hui, ça va permettre du développement économique. Voilà. Pas de technique.
Tu as raison de souligner ce point. Effectivement, il y a une jeunesse africaine qui est de mieux en mieux formée, qui est extrêmement créative. On le voit par exemple dans le domaine de l'innovation avec cette vague de start-up africaines qu'on a vu la semaine dernière à travers Emerging Valley, hein, et qui est un boost de croissance assez phénoménal. Et juste pour dire, moi, cette semaine-là, j'intervenais à Kedge dans les Master 2 de mon métier, hein, qui sont l'audit et la mesure de la performance. 80% des étudiants sont d'origine du continent africain, sur des Master 2. Incroyable. Ouais. Denis, je voulais vous donner un mot. Bien sûr. Bonjour à tous, et donc j'en profite pour faire coucou à Robert, que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Donc, Georges Gomis, et je suis le responsable de la société Bicalab et je suis aussi l'ambassadeur Africa Link. Je dirais juste quelques mots par rapport à la solidarité à mes frères sénégalais qui ont intervenu là tout à l'heure, qui exactement, c'est sur un point qui est très intéressant que je voulais vraiment partager avec eux, enfin relever encore sur le domaine de formation, puisque moi étant Bissau-Guinéenne, je vois que la jeunesse aujourd'hui sont pratiquement tous, après le bac à Bissau, à Guinée-Bissau, ils sont partis pratiquement formés à Dakar, puisque autrefois ils allaient au Portugal, au Brésil, mais le Sénégal est devenu vraiment le pays où pratiquement la jeunesse bissau-guinéenne va se former dans tous les domaines. Donc le Sénégal, je pense que cette cette organisation, enfin cette réunion d'aujourd'hui par rapport au Sénégal comme le point focal, le point de départ, et que nous tous on est d'accord hein, que le Sénégal c'est vraiment le point de départ pour ces pays d'Afrique de l'Ouest, et puis pour commencer vraiment à centrer les choses, à développer les choses pour pouvoir arriver dans des autres pays voisins. Voilà, c'est tout ce que merci Georges par rapport à ça. Merci mon ami. D'ailleurs, je dis juste une minute. Excusez-moi, je voulais juste intervenir sur un domaine dont on n'a pas encore parlé par rapport au Sénégal. Présentant rapidement, donc je m'appelle Antoine Bucay, j'ai créé une société qui s'appelle Selective Brands il y a 18 ans, sachant que je travaille depuis 30 ans sur toute l'Afrique. Et cette société représente les principales marques de luxe françaises en exclusivité sur toute l'Afrique. Et je voulais en particulier donner cette petite intervention sur le secteur du luxe. Dans tous les secteurs dont on a parlé depuis ce matin, on n'a pas parlé du luxe en Afrique, et en particulier pour le Sénégal. Juste pour vous dire que c'est un potentiel qui est énorme. Les Sénégalais, d'abord, adorent les marques. Aujourd'hui, en distribution, on en est quand même au Sénégal au balbutiement. Si je prends juste l'exemple de la parfumerie, il n'y en a que 2 sur tout Dakar, des parfumeries sélectives. Je ne parle pas des parfumeries dans les marchés, etc. Et surtout, quand on compare aux autres pays voisins, comparables comme la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, je pense, et je voulais juste terminer en disant qu'il y a un énorme potentiel sur le Sénégal et qu'il est à développer. Et aujourd'hui, il y a une société qui investit pas mal, qui s'appelle Orca, qui a un gros projet et qui malheureusement est décalé d'un point de vue ouverture sur un flagship en plein Dakar, sur plein de domaines dans le luxe. Et voilà, et juste pour vous dire que c'est également un secteur sur lequel il faudrait investir et que les Français n'hésitent pas à aller voir ce qui se passe en Afrique. Il y a énormément de choses à faire, et au Sénégal en particulier. Merci Antoine, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, tu peux faire le même constat sur le Nigeria, tu peux faire le même constat sur la Côte d'Ivoire, et en fait, c'est simplement c'est cette émergence de la classe moyenne africaine qui est phénoménale, qui est très importante, et qui est aussi un moteur de croissance et de développement de business un peu partout en Afrique. On est tous d'accord donc qu'effectivement, le Sénégal, c'est un point d'entrée pour nos PME. Juste, je glisse une info, on parlait de ressources humaines, Kedge est implanté au Sénégal. Et ça, c'est un vrai signe aussi. Kedge ne s'implante pas n'importe où, parce que Kedge est tenu par des labels internationaux très stricts, etc. Kedge est implanté au Sénégal physiquement. D'ailleurs, va doubler la surface de son campus à Dakar et songe déjà, à partir du Sénégal, à rayonner sur d'autres pays africains.
S'il y a d'autres interventions, sinon je repasse la parole à Anna et Nathalie, ou Nathalie pour la conclusion, parce qu'on est chez vous quand même si on prend beaucoup de place, mais on est chez vous. Même si vous aviez l'air chez vous, chez nous. Écoute, Denis, je tenais à vous remercier pour la qualité de ces informations. Merci aussi Yves Delafont de l'ensemble de ces intervenants. C'est riche d'informations, riche de visibilité. On voit très très bien que le Sénégal est fortement ouvert à la possibilité pour nos entreprises du territoire de commencer, d'imaginer de faire du business là-bas. Robert, forcément, ton témoignage est très éloquent parce que c'est une expérience, une expertise, des anecdotes qui sont aussi très représentatives des premiers pas vers le Sénégal. Forcément, les entrepreneurs de l'APEX sont très, très vierges de toutes ces informations et ont besoin de consultants, ont besoin de conseils pour créer le lien, pour peut-être aller vendre leurs produits au Sénégal. On en a beaucoup parlé, Denis, de créer des ponts comme ça entre les entreprises de l'APEX et les entreprises d'Africa Link, parce que on n'y va pas, on va pas comme ça au Sénégal sans avoir les atouts, sans être bien armés. Donc, welcome les consultants et les entreprises qui ont envie d'aider nos entreprises du territoire. Alors, nous avons des activités qui sont très, très variées, que ce soit d'ingénierie à la cosmétique. Donc, des panels très, très différents. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités, de ponts encore plus solides qu'on peut créer entre l'APEX et Africa Link. Je vous remercie infiniment de la qualité de ces échanges et j'espère vous retrouver très bientôt sur un autre rendez-vous Afrique. On va peut-être essayer d'y réfléchir avec Anna et toi, Denis Berger. Merci beaucoup, passez une bonne journée. Merci Nathalie, avec plaisir. Juste permettez-moi un grand merci à Ousmane Fall, un énorme merci à Oumar Ndir qui se sont levés à l'aube pour participer à cette session. Donc, vraiment un très, très grand merci, les amis, et au revoir à tout le monde. Et je pense qu'effectivement, on va développer de plus en plus ces liens entre l'APEX et Africa Link. Il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine. Merci beaucoup. Merci Anna, merci Nathalie. À très bientôt.